Bonjour, ici Dr. Sophie Côté, psychologue. Aujourd'hui, on va parler de la transformation du trauma. Ensemble, on va faire une petite revision des différentes avenues de travail qui vont se présenter bien souvent quand on a affaire à du matériel traumatique. Dans d'autres capsules, on a vu les différenciations entre le sémantique et l'épisodique, mais aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Et je mentionne tout simplement que j'ai été inspirée à faire cette capsule-là en étant témoin d'un très, très bel échange de supervision de groupe avec Bruce Ecker et Tori Olds, mes bons collègues et mes bons amis, sur le sujet. Donc, le groupe a vraiment participé pour faire un remue-ménage et puis une revision des différentes avenues de travail qu'on peut avoir pour faire de la transformation avec le matériel traumatique et je trouvais ça juste trop précieux pour ne pas le traduire en français, l'adapter et puis vous offrir aussi là, cette revision-là qui va être bien pratique à garder en tête quand on fait face à ce matériel-là dans nos interventions. Alors, sans plus tarder, allons-y, on a plusieurs points à couvrir. Donc, le premier point, la première zone de travail avec ce matériel-là, c'est de penser à aller chercher, à aller rendre explicites les prédictions au sujet de l'expérience de contact du patient avec son matériel traumatique. Généralement, le langage limbique va tourner autour de ce thème-là, que toute expérience de donner la moindre attention à ce matériel-là va être psychologiquement dommageable ou même mortelle. OK? Alors, on va vouloir diriger le travail de découverte sur ces moments-là où on sent qu'il y a une partie là, du soi là, qui va pas de gaieté de cœur, qui se sent un peu appréhensive, retenue, ou qui bloque ou carrément qui déconnecte, qui part vers l'intellectualisation ou qui fait de la diversification, qui change de sujet. On va tranquillement attirer l'attention de la personne à cet endroit-là, l'inviter à donner un espace pour aller questionner sur qu'est-ce que cette partie-là est en train d'anticiper par rapport à l'expérience qu'on pourrait vivre, d'aller fouiller à cet endroit-là ou d'aller se remémorer certains aspects d'une expérience qui a été très, très intense, très difficile à vivre. Alors, à noter que ce schéma-là qui prédit ce qui va m'arriver si je donne la moindre attention au matériel traumatique, ben, c'est un type de schéma qui dépasse le contexte traumatique parce qu'une personne pourrait activement refouler et écraser des émotions comme la rage ou la vulnérabilité par anticipation des conséquences selon les perceptions du schéma que ce contact pourrait créer. Donc, oui, on va y penser dans les profils où est-ce qu'on sait qu'il y a eu une ou des expériences traumatiques, mais on pourrait aussi aller retrouver ce schéma-là dans, par exemple, quelqu'un qui pourrait simplement là, anticiper que si je me laisse vraiment basculer dans la colère, je vais être tellement envahie que je pourrais pas redescendre de cette colère-là et je vais complètement détruire une relation qui est très, très chère pour moi. Ou mes mots vont complètement dépasser ma pensée, etc. Donc, il peut y avoir plein de variations à ce sujet-là, même si ça ne suit pas parfaitement ce thème-là de être en contact avec ça va tellement être dommageable pour moi que je vais être affectée psychologiquement ou bien même en mourir. Juste penser à cet aspect-là qu'on dépasse un petit peu le cadre traumatique ici. Mais c'est bon à garder en tête quand on a une forme de résistance on pourrait trouver des prédictions de ce type-là. Comme toujours, les expériences contradictoires pour ces schémas-là devront être parfaitement adaptées à ces prédictions précises et elles peuvent être de nature complexe et enchevêtrée. On le saura, hein? C'est souvent ce qu'on trouve dans ces contextes-là. Donc, pour faciliter les expériences de découverte, il est intéressant d'attirer l'attention du patient sur toute perception de blocage, retenue, suppression ou obstacle qui refuse c'est un mot-clé ici,
qui refuse de permettre à cette expérience de contact de se vivre. Au départ, la perception du patient va probablement être assez floue. Okay? Donc, les je ne sais pas, on les normalise, on les légitime, mais en restant patiemment à cet endroit-là et en travaillant avec la voie d'accès la plus facilement accessible par la personne, émotions, sensations physiques, flash, imagerie diverses, etc., vous allez finalement arriver à situer le ou les schémas qui rendent cet évitement-là nécessaire. Et là, on va regarder ensemble différentes façons de créer des expériences contradictoires, si chères à notre cœur, pour aller transformer ces prédictions-là. Alors, premièrement, pensez au fait que attirer l'attention sur une expérience d'accompagnement empathique du thérapeute, moment par moment, ça permet de créer une expérience dans laquelle la personne se rend compte que, contrairement à ce que ses expériences passées similaires prédisent, elle n'est pas seule avec son matériel. Et ça, c'est très courant. Ça m'est même arrivé aujourd'hui, avant d'enregistrer cette capsule-là, de s'émerveiller un peu ou de simplement rester en présence de simplement ce décalage-là, que c'est différent d'entrer en contact avec ce matériel-là aujourd'hui, parce que je ne me sens, c'est pas juste je me sais pas seule, c'est vraiment je suis en train de sentir la présence bienveillante d'un autre être humain avec moi pendant que j'ai ce contact-là, ce qui est déjà assez différent et décalé par rapport à l'expérience que j'en avais avant. Ensuite, une chose à laquelle on ne pense pas toujours, mais ça peut être un petit détail qui change la donne, et c'est que on adopte un ton quand on aborde ce matériel-là, qui va quand même être assez confiant, sans mettre de pression sur la personne, comme une impatience là, d'y aller, de sauter à l'eau et puis de s'exposer à ce matériel-là. On va quand même pas non plus verser dans l'autre extrême, ce qui enverrait un peu le message que c'est très dangereux ce qu'on va faire et ça pourrait avoir des conséquences terribles. Le système limbique de la personne va détecter cette hypervigilance-là ou cette prudence-là chez nous. Donc, c'est important de trouver un juste ton, un juste non-verbal aussi, dans lequel on est quand même assez relax. On est confiant que ça va bien se passer. Et en même temps, on va être vraiment dans l'accompagnement moment par moment pour vraiment aller détecter à chaque fois où on arrive à la limite de la fenêtre de tolérance et puis c'est le moment de juste ralentir ou c'est le moment de réguler ou de faire une pause. Donc, on va vraiment aller rechercher cette zone-là. Et donc, le ton confiant du thérapeute qui avance dans le matériel de manière prudente et graduelle, mais sans transmettre dans son verbal et son non-verbal une impression que l'expérience est dangereuse, permet de motiver le patient à connecter avec sa mémoire. Alors ça aussi, ça peut permettre sa mémoire épisodique suppressée de son expérience subjective associée au traumatisme. Donc ça peut permettre de faire avancer le travail et de pouvoir compléter l'expérience de découverte pour rendre explicite cette portion-là, soit épisodique, soit sémantique. Et là, c'est intéressant parce qu'arrive un moment où est-ce que la personne va vraiment être dans le point central, le hotspot, je pense que certains appellent aussi de son vécu traumatique, et va bien sûr être activé, va bien sûr vivre toutes sortes d'émotions fortes associées à ça, mais n'est pas en train de mourir, n'est pas en train de devenir folle, n'est pas en train de se détraquer au contact de cette expérience-là. Et c'est là où, si on saisit cette opportunité-là, on peut aller créer toute une expérience contradictoire en faisant un commentaire à ce moment-là où la personne est bien en contact avec l'un des pires aspects de sa mémoire épisodique émotionnelle et elle est en train de le tolérer sans envahissement pour attirer simplement son attention là-dessus. Dans le genre, commentaire, on dirait que c'est pas aussi horrible que vous anticipiez tout à l'heure l'idée
d'arriver ici, hein? On dirait que c'est pas tout à fait comme vous aviez pensé que ce serait. Et souvent, en quelques secondes, les personnes vont vraiment vivre une expérience de détection d'erreur et il suffit d'accompagner, comme on le sait, en étape 3, la personne de revenir sur cet aspect-là dans des mots un peu différents pour aller bien refaire cette juxtaposition-là où il y avait une prédiction que l'expérience serait insupportable, qu'elle serait très dommageable. Et là, ils sont là en train de tolérer le contact avec le matériel épisodique, émotionnel, sémantique même du pire moment de leur traumatisme et ça se passe relativement bien. Ils sont sains et saufs. Alors ça peut être un élément de juxtaposition qui fait toute une différence dans la vie de nos patients.